Marceau, le soir. Wow, you got me. Marceau, le soir. Radio X. 8h03, c'est 19 degrés sur Québec. Très confortable, nuageux pour ce soir. Risque d'orage violent ce soir. On parle d'un minimum de 13 degrés pour cette nuit. Pour ce qui est de demain, jeudi, une alternance de soleil-nuage, maximum de 21. Vendredi, ensoleillé. Samedi, ensoleillé. Dimanche, ensoleillé. Lundi, journée de congé pour tous. On va être le 5 septembre. C'est quoi le 5 septembre? Ah, c'est la fête du travail. La fête du travail. C'est drôle, hein? On fête la fête du travail en travaillant pas. Ouais. Ben oui, t'as le droit d'un break. Sais-tu quoi, en plus? Ouais, mais c'est la fête du travail. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est comme ça, on fêtait ta fête, mais on se pointait pas à ta fête. Tu comprends? Ça me ferait de la... Ben voilà, mais imagine-toi. Sais-tu quoi, en plus? Ma fête, cette année, c'est un lundi. Fait que tu vas être obligé de la fêter avec moi, puis moi, venir travailler avec une couronne par un badge. Ça va faire changement d'habitude. Lundi, 5 septembre, journée de congé pour tout le monde. Ça va être ensoleillé, maximum de 26. C'est mardi, à plus long terme. Selon Environnement Canada, c'est ensoleillé. Donc, à partir de cette nuit, là, ça se peut qu'il pleuve un peu. Mais sinon, à partir de vendredi jusqu'à mardi prochain, c'est que du soleil. C'est pas ça le bonheur? Hein, Laurence? Le vrai bonheur. Envie de brasser. Le vrai bonheur. Le vrai bonheur. Journaliste, chroniqueur, auteur, conférencier. Son nom, c'est Christian Page. Il a plein de belles qualités. Il est en ligne. Salut! Salut Marceau. Comment vas-tu? Salut. Tu vas-tu arrêter de rire, Christian, après? On dirait que ça fait tout le temps un malaise quand tu prononces nos noms. Oui, effectivement, parce que en fait, c'est pas ma façon de faire, mais visiblement, c'est celle des auditeurs de choix. Alors, écoute, je l'adopte. Mais c'est parce que tu sais, toi, tu travailles juste avec des stars. Tu sais, un monsieur comme Paul Arcand, là, il y a juste un Paul Arcand qui fait de la radio à Montréal, puis à Québec. Là, au Québec, en fait, il y en a juste un. Fait que c'est normal que tu puisses l'appeler Paul. Mais nous autres, là, il y a plein de monde de notre âge qui ont nos prénoms. Ouais, je me vois mal au 98.5 parler à Paul Arcand en l'appelant Arcand. Hey Arcand, c'est pas exact. Hey Arcand, je vais te parler, moi. Voilà. Fait que c'est uniquement pour ça qu'on prend nos noms de famille. Puis tu vas voir, tu sais, au fil du temps, toi et moi, là, on va devenir probablement les meilleurs amis du monde. Puis tu seras même plus gêné de m'appeler Marceau. Bon, ben, parfait. Puis quand tu vas m'haïr, tu vas m'appeler Marceau aussi. Bon. Hey, on commence avec quoi, Christian? Écoute, une grosse nouvelle qui a fait beaucoup jaser en début de semaine, mais qui peut-être va se révéler n'être qu'un pétard mouillé. Oh. Alors, écoute, je te place un peu dans le bain. En début de semaine, on apprend que les Soviétiques, en fait des astrophysiciens russes, auraient capté un signal radio qui pouvait être sensiblement d'origine extraterrestre. Donc, cette information-là nous a été transmise par un journaliste scientifique américain dénommé Paul Glister, qui est également un astronome amateur. Et c'est lui qui, d'une certaine façon, par une indiscrétion, a publié ça sur sa page web. Et là, évidemment, la fourmilière journalistique s'est mise en marche. Et là, tout le monde parle de ça. Ça fait le tour de la planète. En fait, tous les réseaux qui s'intéressent à la fois aux extraterrestres, mais également à la recherche en astrophysique, bien évidemment, buzzent autour de cette nouvelle. Donc, on nous apprend que ce signal aurait été capté le 15 mai 2015 par des chercheurs qui travaillaient au radiotélescope le Ratan 600, qui est situé, et attention, aux Zelen-Tchoukoutskaya, qui est exploité par l'Académie des sciences de Moscou. Laurence, c'est quoi le nom? Moi, je répète pas ça. T'as serré de moi pour asseoir. Le Zelen-Tchoukoutskaya. Zelen-Tchoukoutskaya. Voilà. Et donc, et là, ce qu'on nous dit, ce qui est rapporté à ce moment-là dans les médias, et là, on est en date de lundi et de mardi, donc hier et avant-hier. Donc, le signal, on nous dit qu'il proviendrait de l'étoile HD 164595, un beau nom très romantique, qui est une étoile qui serait située dans la constellation d'Hercule à quelques 95 années-lumière. Donc là, le signal, écoute, ils n'ont pas peur des mots, c'est pas un signal de téléphone, c'est pas comme une conversation téléphonique, c'est un signal, parce que bon, on le sait, et là je vais un peu faire un aparté, mais on sait que depuis une vingtaine d'années, on parle beaucoup de cette recherche de signaux radio extraterrestres. On sait que les États-Unis sont les maîtres de file là-dedans avec un projet qui s'appelle le projet SETI, dont l'acronyme veut dire Search for Extraterrestrial Intelligence. Je pense que beaucoup de gens ont découvert ce programme-là via le film Contact avec Jodie Foster il y a quelques années. Ouais. Et donc, c'est cette idée de chercher un signal radio extraterrestre. Et quand on parle d'un signal radio, évidemment, comme je l'ai mentionné, c'est pas une communication téléphonique, là. On n'est pas capable de décoder ça. Mais on sait que dans
l'univers, il y a les étoiles, les planètes, il y a plein de corps astraux qui émettent des bourdonnements, qui émettent des rayonnements électromagnétiques. Mais c'est toujours très aléatoire. Et à travers ce grand signal, on essaie de trouver une émission radio qui répondrait à des caractéristiques, disons, mathématiques. Un peu comme un code Morse. Un coup, 2 longues barres. Un coup, 2 longues barres. Un coup, 2 longues barres. Donc, comme il n'y a rien là-dedans, il n'y a rien qui existe de cette manière-là dans l'univers, on se dit que si on capte un signal qui aurait un semblant de logique mathématique, ça devrait donc être un signal extraterrestre. Et si une société est capable d'émettre des ondes électromagnétiques, parce que c'est ce que l'on recherche, alors ces ondes électromagnétiques, puisqu'elles sont dans l'espace, c'est que cette civilisation devrait avoir atteint un niveau de technologie suffisamment avancé. Donc, on revient à notre nouvelle de lundi. C'était apparemment un signal comme celui-là que les Soviétiques que les Russes avaient capté. Et là, évidemment, à partir de cette annonce-là, tout le monde se met à réagir. Est-ce que c'est enfin ce signal tant attendu, ce signal extraterrestre qui prouverait que quelque part dans la constellation d'Hercule, il y aurait une civilisation extraterrestre très évoluée qui émettrait des ondes radio dans l'espace? Et là, voilà, alors que le monde s'intéresse à cette histoire-là, il y a comme un gros buzz autour de ça. Aujourd'hui même, l'agence d'information russe, l'agence TASS, est venue complètement démentir cette nouvelle-là, en disant non, le monde entier buzz autour de cette nouvelle, mais en réalité, nous savons depuis un certain temps que ce signal radio, qui est tout à fait authentique, est en fait un signal parasitaire qui proviendrait d'un satellite soviétique militaire. Ah. Donc, alors que tout le monde espérait on était peut-être en présence d'un E.T. phone home, on apprend que finalement, il pourrait s'agir simplement d'une erreur d'interprétation à partir des émissions radio d'un satellite militaire soviétique. OK. Est-ce qu'à ta connaissance, depuis le temps où tu surveilles ça, depuis le temps où tu fais tes enquêtes sur l'insolite, est-ce qu'il y a déjà eu un signal que la Terre aurait reçu qui a été jusqu'à ce jour jamais identifié? Ah, ça, c'est amusant que tu me poses cette question parce que la réponse est oui. En fait, là, avec la chute, parce que là, malheureusement, c'est ce qu'il faut considérer, là, à moins qu'on soit en présence d'une manœuvre de désinformation de la part des Soviétiques, mais on voit mal pourquoi ils feraient ça, alors que, en réalité, une telle découverte les placerait en tête de liste des communautés de chercheurs qui travaillent dans le domaine de cette recherche de signaux extraterrestres. Donc, je vois mal pourquoi on se tirerait une balle dans le pied de cette manière-là. Alors, il faut donc en revenir. Est-ce qu'on a reçu un signal de ce type-là? La réponse, elle est oui, mais il faut remonter à très loin dans le passé. Ce signal aurait été capté le 15 août 1977. Et est-ce que tu sais pourquoi on n'en a pas beaucoup entendu parler? 1977, non? Je te dis le 15 août 1977, ça sonne pas une cloche. Si je te dis le 16 août 1977. Non, du tout. Le lendemain, ça te dit rien? Non. Le 16 août 1977, c'est la mort d'Elvis Presley. Ah! Alors, tu comprends que cette nouvelle de ce petit message radio est passée complètement dans les entrefilets avec la mort du King. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Donc, le 15 août 1977, on est au radiotélescope Big Ear qui se trouve dans l'Ohio. Ouais. Et l'un des astronomes qui est chargé de la surveillance, là, on est vraiment au cœur même de ce projet SETI que l'on a vu dans le film Contact. Donc, c'est bel et bien les chercheurs du SETI. L'un des chercheurs attitré au projet s'appelle Jerry Hyman. Et lorsqu'Hyman rentre ce matin du 15 août 1977, lorsqu'il rentre au radiotélescope, à cette époque, il faut se rappeler que c'était pas aussi informatisé qu'on l'est aujourd'hui. Les signaux radio étaient captés et retransmis sur une imprimante à matrice. Tu te rappelles les imprimantes à matrice au début de l'ère de l'informatique? Oui, Laurence, tu t'en rappelles? Oui, mes préférées, celles-là. Moi, je m'en rappelle. Ça faisait trac, ça laissait une traînée là, sur... alors, ce Jerry Hyman rentre le matin, ouais. Et là, en regardant, là, il y a une pile de papier qui s'est accumulée au pied de l'imprimante. Il commence à regarder, en fait, les signaux captés durant la nuit. Et là, il s'aperçoit qu'au milieu de la nuit, ils ont capté pendant à peu près 1 minute un signal très, très fort qui a toutes les caractéristiques de ce que l'on pourrait croire être un message radio extraterrestre. Donc, il répond à ce que je t'ai mentionné tantôt, ces caractéristiques mathématiques, et ce message proviendrait de la constellation du Sagittaire.
ce Jerry Hyman est tellement impressionné par ce qu'il voit qu'avec un stylo feutre, il écrit dans la marge de la feuille de papier W-O-W, wow, avec un point d'exclamation. Et ce signal va devenir célèbre sous le nom du signal wow. On était en 1977 et aujourd'hui, en 2016, on n'a toujours pas trouvé d'explication rationnelle à ce message. Il y a eu plusieurs tentatives d'explication. Certains ont parlé d'une réverbération, en fait, d'un signal terrestre sur un corps astral. Certains ont parlé d'une émission d'ondes électromagnétiques par des comètes. Mais aucune de ces explications-là n'a fait unanimité. Tant et si bien qu'aujourd'hui, le signal WAR reste à présent notre meilleur candidat comme étant un signal radio extraterrestre. La grande problématique, tu le sais, en science, tout se calcule en termes de répétabilité. On doit retrouver le signal. Or, les astronomes du projet SETI ont beau avoir tourné à nouveau leurs antennes vers la constellation du Sagittaire, le signal WAR n'a jamais été entendu une deuxième fois. C'est énigmatique. Ouais, c'est énigmatique. Mais donc, on a ce signal-là pour lequel on n'a pas nécessairement d'explication. All right. On parle maintenant d'une Terre qui aurait été découverte, une Terre comme la nôtre. Restons dans le domaine de l'astronomie. Et là, c'est vraiment l'antichambre du merveilleux et du fantastique. On le sait, depuis quelque temps, on entend régulièrement parler de la découverte de nouvelles planètes et certaines de ces planètes-là, donc les exoplanètes, et on nous dit que certaines de ces planètes-là ressembleraient à la Terre. En fait, au moment où on se parle, on a à peu près trouvé, là, au cours des dernières années, 3375 exoplanètes. Ce sont donc des planètes qui gravitent autour de soleils autres que le nôtre. Et de ces 3375 exoplanètes, il y en aurait 297 qui se trouvent à peu près dans la zone que les scientifiques considèrent comme habitable. Donc, elle est assez proche de son soleil pour avoir de l'eau à l'état liquide. Et si elle a de l'eau à l'état liquide, c'est le critère numéro 1 pour espérer que des formes de vie puissent s'y développer. Donc, les astronomes croient, les astrophysiciens croient que la vie doit pulluler partout dans l'univers. L'existence de formes de vie intelligentes comme sur Terre, c'est peut-être plus rare, mais la vie en tant que telle doit exister partout dans l'univers. Et là, ce que l'on apprend, c'est la semaine dernière, c'est un hebdomadaire allemand, le Der Spiegel, qui nous annonce que des scientifiques européens ont localisé autour de l'étoile Alpha du Centaure. Alpha du Centaure, là, pour te situer, Yannick, c'est la porte à côté. C'est l'étoile la plus proche de notre Soleil. Ah oui. Elle se trouve à 4,25 années-lumière de la Terre. C'est une étoile que l'on classait autrefois qui est encore classée comme une naine rouge. Mais à l'époque, les astronomes, dans le passé, croyaient que ces étoiles-là étaient trop instables pour avoir des planètes avec des formes de vie ou qui pourraient avoir des formes de vie sur ces planètes-là. Alors là, on a complètement changé la règle. On est revenu sur cette interprétation-là. Et là, des astronomes nous annoncent qu'ils ont localisé autour d'Alpha du Centaure une étoile, autour de cette étoile-là, c'est-à-dire une planète qui pourrait être une planète jumelle de la Terre. Alors là, je le sais, tu vas me dire, oui, mais Christian, tu viens de nous dire qu'on a déjà trouvé près de 300 planètes qui ressemblent à la Terre. Qu'est-ce que celle-là vient changer des autres? C'est ce que je te dirais, oui. Oui, mais en fait, et c'est là qu'on est dans le domaine du fantastique, ouais. Cette étoile d'Alpha du Centaure, elle est tellement proche de nous, à 4,25 années-lumière de la Terre, qu'au moment où on se parle, Yannick, on a, nous, là, sur Terre, la technologie nécessaire pour construire des sondes qui pourraient se déplacer à peu près à 20% de la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière, je le sais, on va poser la question à Laurence. À quelle vitesse se déplace la lumière? Laurence? C'était notre quiz. C'est 300 000 km à la seconde. C'est vite. Okay. 300 000 km. Mais 20% de la vitesse de la lumière, on parle d'une sonde qui pourrait se déplacer à 60 000 km à la seconde. OK, laisse-moi calculer vite. Là, tout ça, ça fait à peu près une sonde qui pourrait arriver sur cette planète-là dans 20 ans. Voilà. Ben maudit que je suis bon, hein? Alors, tricheur. Alors, ça veut dire que, tu comprends, Yannick, et donc la sonde pourrait arriver dans 20 ans. Si on la lançait demain, ouais. Elle pourrait arriver à destination dans 20 ans. Comme les ondes électromagnétiques, donc les ondes que la transmission des informations que transmettrait la sonde prendrait 4 ans et demi à nous arriver ici. Ça veut donc dire que dans une échelle d'à peu près 25 ans, on pourrait avoir des images de cette Terre 2 à
quoi elle ressemble. Ça veut dire que toi ou la génération de tes enfants pourront être les premiers êtres humains à voir un autre monde habitable. C'est pas fantastique, ça? Ça fait rêver, du moins. On a vu ça dans les films de science-fiction. Ouais. Une sonde, un vaisseau qui arrive dans Star Trek sur une planète avec des arbres, une végétation, un monde habitable. Mais ça reste de l'univers de la science-fiction. Et là, voilà qu'avec la découverte de cette planète qui gravite autour d'Alpha du Centaure et avec les technologies que l'on a actuelles, il y a une sorte d'effort concerté de lancer l'une de ces sondes, d'ici 25 ans, on pourrait voir un autre monde semblable au nôtre et qui sait peut-être des extraterrestres. Parfait. Prochain sujet, Christian Page va faire vibrer les conspirationnistes. Ah oui. Le projet HAARP. Écoute, là, encore une fois, ne m'écrivez pas. D'ailleurs, Yannick, j'écoutais juste avant mon arrivée en ondes, j'écoutais ton intervention à propos de ces 2 jeunes femmes arrêtées en Australie. Là, ouais. Tu parlais de tous les messages orduriers que tu as retrouvés sur Internet. Oui. Et c'est amusant parce que ça me fait penser à cette phrase, c'est Umberto Eco, l'auteur italien qui est décédé récemment et qui a écrit Au nom de la rose, qui était un grand penseur du 20e siècle. Umberto Eco on lui avait posé la question sur ce qu'il pensait des médias sociaux. Et Umberto Eco avait dit, les médias sociaux ont donné la parole à toute une communauté d'imbéciles qui autrefois ne parlaient que dans des bars après avoir bu un verre ou deux, mais on les faisait taire assez rapidement avant qu'ils aient commis quelques dommages que ce soit pour la communauté. Aujourd'hui, ces gens-là ont le même droit de parole que les prix Nobel. C'est l'invasion des imbéciles. C'est bien dit. C'est très bien dit. Puis tu vois, vendredi, t'es venu. Oui. Je m'attendais au pire parce que là, t'as parlé d'un sujet que les conspirationnistes adorent. Oui, et, les chemtrails. Les chemtrails, oui. Et là, il y en a un qui m'a écrit parce qu'il était insulté parce que j'ai dit que les conspirationnistes étaient tous des gars dans le sous-sol en bobette. Il m'a dit, je te le jure que je suis pas en bobette. Il a pris la peine de m'écrire vendredi. Mais il était dans son sous-sol. C'est ça. Il était dans son sous-sol, mais il avait laissé ses bobettes de côté. C'est ça. Donc, le projet HAARP. Le projet HAARP, oui, je me rappelle, la saison dernière, j'en ai parlé une fois ou deux. Donc, ce projet HAARP, pour situer les auditeurs, c'est un projet le HAARP, c'est un acronyme qui veut dire High Frequency Active Auroral Research Program. Un bien grand nom pour dire que c'est un projet qui a été développé dans les années 80 par l'US Air Force et la US Navy. Le projet a été mis en place en 1993 et sur un terrain qui fait à peu près 30 acres à Gakona, en Alaska, on a érigé 180 antennes. Donc, l'idée du projet HAARP, selon la version officielle des autorités militaires américaines, c'était d'étudier la propagation des ondes haute fréquence dans la ionosphère. Donc, la ionosphère, là, pour te situer, ça se trouve à peu près à 60 km d'altitude. Donc, on voulait voir comment les ondes à haute fréquence circulaient à cette altitude-là, et tout ça dans l'espoir d'améliorer les communications radio entre les avions, mais également améliorer les communications radio avec les sous-marins. Donc ça, c'était le projet HAARP, c'était officiellement ce qu'on retrouvait sur papier. Mais évidemment, les conspirationnistes ne se sont pas arrêtés là. Pour eux, HAARP est devenu la machine diabolique parfaite. Selon les conspirationnistes, entre guillemets, parce que faute de meilleurs termes, les conspirationnistes voient dans le projet HAARP une machine à contrôler la température. Le projet HAARP serait responsable des tremblements de terre, les changements de climat. Il serait même responsable de la destruction de la navette spatiale Challenger. Donc, tu vois, HAARP, c'est la mauvaise machine. Et tout ça, évidemment, se fait sous le couvert du secret. Il y a aux États-Unis, je sais pas si tu connais l'ancien lutteur, et si ma mémoire est bonne, il était également un homme politique, je crois qu'il était le gouverneur du Minnesota, un type qui s'appelle Jesse Ventura. Ben oui. Donc, Jesse Ventura, qui fait dans la conspiration, il a animé une série télé sur les conspirations. Il s'est présenté à un moment donné aux portes du projet HAARP en Alaska et il s'est buté le nez, évidemment, sur une clôture fermée. Alors là, il en est reparti en disant, je suis convaincu également que HAARP contrôle la pensée. Donc, on contrôle pas que le climat, on contrôle également la pensée. Tout ça pour te dire, finalement, que le projet HAARP a pris fin en 2013.
On a continué des recherches jusqu'en 2015 et là, il y a quelques semaines, parce que tout ça a été administré par l'université américaine qui se trouve en Alaska, donc l'université de l'Alaska, et c'était eux qui étaient un peu les gestionnaires du projet. Et là, donc, à partir du moment où l'armée se retire, l'US Air Force et la US Navy se retirent, les installations de HAARP ont été rétrocédées à l'université de l'Alaska, qui, elle, a décidé de continuer les recherches sur un plan académique. Donc, non plus sur un plan militaire, mais essentiellement sur un plan académique, mais toujours dans la même orientation, c'est-à-dire de voir comment les ondes haute fréquence se déplacent dans la ionosphère. Et là, comme le projet n'est plus militarisé, l'Université de l'Alaska a ouvert ses portes. Donc, à partir du week-end dernier, tous les tenants du complot peuvent se présenter à Gakona, en Alaska, et sont invités simplement à rentrer dans les installations du projet HAARP et de voir comment ces antennes-là fonctionnent, comment l'information est colligée, comment les chercheurs travaillent et quels sont les projets ou les mécanismes qui sont mis en place pour faire cette étude. À condition de mettre leur culotte. Ouais, c'est ça. Faut qu'ils mettent leur culotte puis qu'ils se déplacent jusqu'en Alaska. Mais moi, ça me fait sourire. Je dois t'avouer que quand j'ai lu cette nouvelle-là, ça m'a quand même fait sourire parce que pourra-t-on jamais faire taire les conspirationnistes? Tu comprends? Parce que, je dis pas qu'il n'y a pas de complot, je suis pas un imbécile, là. Je pense qu'il y a effectivement de véritables complots. Je pense que des gens qui tirent des ficelles à gauche et à droite, soit pour le besoin matériaux personnels, faire un peu plus de fric pour favoriser le travail d'une multinationale, ou etc. Ça, je suis pas un imbécile. Je pense que tous les auditeurs également de Radio X en sont bien conscients. Mais il y a certaines conspirations qui semblent un petit peu ridicules. Imaginez qu'un champ d'antenne de 180 antennes situées quelque part en Alaska serait capable de créer des tremblements de terre ou de changer le climat à l'échelle de la planète. Je pense qu'on fait un peu dans la grosse affaire, là, tu sais. Tout ça pour te dire que j'ai l'impression que déjà au moment où on parle, les conspirationnistes sont déjà en train de dire « Oui, mais vous savez que toutes les installations qui étaient dans le projet HAARP, qui servaient à contrôler le climat, qui servaient à faire des tremblements de terre, ont depuis longtemps été démantelées et retirées. Donc, tant et si bien que si vous vous rendez sur les installations de HAARP à Gakona, vous ne verrez uniquement que ce qu'on veut bien vous montrer. Et ça, bien sûr, pour pouvoir créer un leurre et nous laisser croire qu'il n'y avait absolument rien de mystérieux dans le projet HAARP. Est-ce que c'est le genre d'endroit que tu irais visiter, toi, qui aime bien faire ce type de voyage-là? Ah oui, absolument. Moi, j'ai pas eu la chance d'aller à HAARP, j'aimerais bien. Mais j'ai eu la chance de me rendre dans la zone 51. À l'intérieur de? Non, en fait, tu peux pas aller à l'intérieur. Évidemment, c'est une zone, pour situer un peu les auditeurs, la base de la zone 51, c'est une base qui se trouve dans le désert du Nevada, à peu près à 3h30 au nord de Las Vegas. Ouais. Et c'est une base très militarisée. C'est la base la plus secrète des États-Unis. C'est en plein milieu du désert. Et avant d'arriver, on est à peu près à 20 kilomètres avant d'arriver à la base. Là, il y a des rumeurs, depuis les années 80. On raconte que l'armée américaine y garderait cachées des soucoupes volantes, qu'il travaillerait à démanteler ces engins extraterrestres pour essayer de voir comment on peut appliquer cette technologie venue d'une autre planète sur notre propre technologie terrestre. On appelle ça faire du reverse engineering, de la rétro-ingénierie. Alors, quand tu arrives à peu près à 20 kilomètres de la base, là, il y a comme une immense clôture, et là, il y a comme une guérite. Et là, on vous dit, vous entrez dans une zone militarisée. Et c'est quand même inquiétant. Sur le bas-côté de la route, il y a un panneau qui dit « Deadly Force Authorized ». Donc, si tu traverses cette clôture-là et tu as une volée de plomb, écoute, t'as couru après. Et moi, c'est amusant parce que je m'y trouvais avec une équipe de tournage. Ouais. Et là, j'arrive à la fameuse guérite en question. Puis la guérite, pour te situer un peu, c'est comme ces bras... ces guérites qui se placent devant les traverses de chemin de fer. Là. Tu vois le genre? Oui. Alors, on a cette guérite-là. Alors, moi, je me place là, les caméramans sont là, et on voit bien de l'autre côté de la guérite, à peu près à 100 mètres de la guérite, on voit, il y a comme des petites montagnes, les Américains appellent ça les Mansa. On voit dans les Mansa 2 ou 3 véhicules, parce que comme c'est la seule route pour se rendre à la base, elle est excessivement surveillée. Donc, on a 2 ou 3 véhicules SUV qui sont visiblement des services secrets utilisés par la base en question pour surveiller les allées et venues. Ils sont là. Et
ces gens-là nous observent avec la jumelle. Alors moi, je m'amuse à sauter de l'autre côté de la guérite. Et là, je m'amuse à dire au caméraman, je suis à l'extérieur de la zone, je saute de l'autre côté de la guérite, et là, je lui dis, je suis dans la zone 51. Je ressaute de l'autre côté de la guérite en disant, je suis hors de la zone, et là, je m'amuse à faire ça un peu comme à cloche-pied. De dans la zone à hors de la zone, dans la zone, hors de la zone. Et puis, à un moment donné, un des véhicules déclenche un gyrophare, puis me fait un peu son coup de criard, un klaxon, là, en voulant dire, OK, petit comique, là, on t'a vu, mais si tu le recommences une autre fois, là, on va t'arrêter. Fait que j'ai regardé mon caméraman et j'ai dit de manière très polie, écoutant que mon courage, j'ai dit, on décalisse. Mais avec l'avènement des drones, mon Jean-Christian, là, j'imagine qu'il y a des drôles de zigotos qui vont aller faire voler ça au-dessus de la zone 51. Oui, absolument. Et c'est vrai que depuis quelques années, on a quand même d'assez bonnes images qui proviennent de drones qu'on a lancés. Mais évidemment, si le drone, s'il est détecté dans le secteur, il va être abattu et son propriétaire va être poursuivi pour avoir violé un espace aérien interdit. Mais c'est vrai que maintenant, tu le mentionnes, avec l'avènement des drones, on a des drones qui sont équipés de caméras excessivement puissantes. Et au cours des dernières années, on a vu d'assez bonnes images de la zone 51 à partir de ces drones. Mais tu comprends que ce que l'on voit, ce ne sont que des installations militaires dans le milieu du désert. Et on n'a même pas besoin d'aller chercher un drone. Là, c'est un peu inutile de faire ça. Les gens qui nous écoutent ce soir n'ont simplement qu'à aller sur Google Earth, par exemple, et ils n'ont même pas besoin de rentrer les coordonnées. Ils n'ont qu'à rentrer Area 51. Et sur Area 51 ou Groom Lake Area 51, Google Earth va les amener exactement au-dessus de la base militaire et ils vont avoir une vue parfaite de toutes les installations, les pistes d'atterrissage pour les avions. Écoute, c'est comme si tu y étais, c'est comme si tu survolais la base. Ouais. Alors, un peu inutile d'utiliser des drones pour nous montrer ce que finalement à peu près tout le monde peut voir avec Google Earth ou Google Maps, tu sais. Et selon toi, qu'est-ce qu'il y a là à Area 51? Et là, c'est ma position. Ne m'écrivez pas. À mon avis, tu sais, la base de la zone 51 a été construite au début des années 50. Ouais. C'est une base, en fait, qui avait déjà été utilisée dans les années 20, 30 et 40 pour des projets aéronautiques. La base avait été abandonnée et puis en 1952, on a réouvert la base, on a rebétonné les pistes d'atterrissage et on a développé sur cette base, qui était excessivement secrète, on a développé le premier avion espion américain, l'avion U-2. Et là, ensuite, a suivi le SR-71 Blackbird et des appareils là, plus connus du public, là, par exemple le F-117 Stealth Fighter ou le bombardier B-2. Donc, ce qu'on a développé sur cette base-là depuis les 50 dernières années, ce sont vraiment les avions qui, à l'époque, étaient considérés comme les avions du futur. Alors, on voyait sortir des usines, des hangars, des avions tout à fait extraordinaires avec des lignes aérodynamiques qui étaient non conventionnelles. Et c'est sûr qu'au cours des 10 ou 20 dernières années, on a énormément développé des drones militaires à l'ombre des hangars de la zone 51. Donc, moi, en ce qui me concerne, j'ai la certitude, et c'est d'ailleurs la version officielle, c'est que la base de la zone 51 est une base qui sert à faire du développement en avionique pour le compte de l'armée américaine. Donc, c'est là qu'on développe des avions. L'idée que dans ces hangars, il y aurait des soucoupes volantes, des extraterrestres, donc des éléments tout à fait extraordinaires, nous vient surtout d'un propagandiste à la fin des années 80, un type qui s'appelait Robert Lazar. Ce Robert Lazar sort de Londres à la fin des années 80, et là, il va donner une série d'entrevues en disant « Je suis ingénieur, j'ai été embauché sur cette base de la zone 51, et durant mon travail, j'ai vu de ces soucoupes volantes, mon travail était justement de démanteler ces appareils pour voir quelle était la technologie utilisée, et tout ça pour l'adapter à des avions. » Le problème du discours de Robert Lazar, c'est qu'on a fait des investigations et on a découvert que le bonhomme en question était un menteur pathologique. Il mentait de long en large sur sa formation académique. Il disait qu'il avait étudié à l'université du MIT, ce qui est absolument faux. Il se disait membre d'associations d'ingénieurs, c'est absolument faux. Il disait également avoir étudié à la Caltech, c'est tout à fait faux également. Donc, ce type-là a inventé de toutes pièces son CV. Donc, à partir du moment où tu dis, ce type-là nous a menti sur à peu près tout,
comment pourrais-je continuer de le croire lorsqu'il me dit qu'il y a des soucoupes volantes dans la zone 51? Voilà. Donc, toi, c'est ton avis, c'est qu'on fait des tests sur des avions. C'est ça. Donc, pour moi, la zone 51 n'est qu'une base où on développe des avions. On termine avec un emploi que Laurence aimerait bien faire dans la vie, c'est-à-dire à valeur de couteau. J'adore. Ouais, en fait, on termine avec une petite nouvelle qui est un peu cocasse. Hein? L'affaire se passe à Amristan, c'est dans la province du Punjab en Inde. Donc, je te situe un peu le contexte. Donc, les médecins ont opéré en début de semaine un homme, en fait un policier de 42 ans, qui se plaignait de violentes brûlures d'estomac. Donc, on prend des radiographies du bonhomme et là, on voit une masse très compacte dans l'estomac du bonhomme en question. Et là, les médecins se disent, mon Dieu, le type pourrait avoir une tumeur. Et là, on décide de procéder à une chirurgie exploratoire. Et écoute, au moment où on ouvre le bonhomme, et là, le bonhomme dit rien, lui, là. Il raconte, il dit, j'ai des brûlures d'estomac, puis bon, alors on le place en anesthésie, on fait une chirurgie exploratoire, et là, les médecins découvrent dans l'estomac de notre bonhomme en question une quarantaine de couteaux pliables. Ah! Tu sais, des couteaux, genre couteaux suisses. Des canifs, là. Des canifs. On en trouve une quarantaine. Certains ont des manches en bois, d'autres ont des manches en métal. Le plus long de ces couteaux-là fait 18 cm de long. Eh boy. Hein, il va falloir 5 heures au chirurgien pour débarrasser le malade de ces fameux couteaux. T'imagines-tu le stress que tu dois avoir, Christian, quand tu vas aux toilettes pour un numéro 2? Souhaite qu'il ne s'ouvre pas, hein? Souhaite qu'il reste bien pogné. On peut dire que ça te coupe un envie. Ouais. En fait, notre bonhomme en question, une fois ressorti de son anesthésie, est là de placer devant le fait de ces nombreux couteaux qu'on a retrouvés dans l'estomac. Ouais. Notre bonhomme avoue finalement comment ça s'est passé. Il dit que depuis le mois de juin, une force mystérieuse et spirituelle l'a amené à avaler son premier couteau. Donc, il dit en juin, cette force me dit, avale un couteau. Il prend le couteau, comme tu dis, un canif, il l'avale, il trouve ça bon. Et là, l'envie lui revient le lendemain, lui revient le surlendemain, tant si bien qu'au rythme d'à peu près un couteau tous les 2 jours. Ah! Oui. Mais oui, mais il est complètement malade. Hein, oui, mais donc notre bonhomme va avaler un couteau tous les 2 jours. Et là, finalement, il s'est réveillé la semaine dernière avec des brûlements d'estomac. On se demande bien pourquoi. Et là, finalement, a décidé de consulter. C'est là que les médecins ont découvert le poteau rose en question. Notre bonhomme, évidemment, tu comprendras que là, en ce moment, il est en convalescence. Il va prendre du mieux. Mais les médecins lui ont fortement conseillé de passer une évaluation psychiatrique. Ah, c'est bon, ça. Et oui, et l'homme pourrait souffrir, en fait, d'un syndrome alimentaire qui s'appelle le syndrome de Pica. Et le syndrome de Pica, c'est un syndrome, comme je l'ai dit, alimentaire, où les gens sont amenés à consommer des objets. Là, évidemment, dans le cas de notre bonhomme, lui, il accuse une force spirituelle de l'avoir incité à ça. Mais on a vu, par exemple, dans des séries aux États-Unis, et je pense que ces séries ont été même traduites en français ici à Canal Vie ou Canal Historia, je me rappelle pas trop, mais une chaîne spécialisée, où des gens mangeaient, par exemple, de la mousse dans un divan. Oui, ça s'appelle... Où ils mangeaient le caoutchouc de pneus. Oui. Où ils mangeaient des rouleaux de papier de toilette. L'émission s'appelle Mon étrange dépendance. Oui, il y en a un qui sortait avec son char, l'autre qui mangeait les cendres de son mari. Oui. Il y en a un qui mangeait des bouts de divan. Il y en a, là, de tous les... Vraiment une émission édifiante, faut pas se le cacher. Mais donc, c'est ça. Ça, c'est le syndrome de Pica. C'est donc un syndrome alimentaire où des gens en viennent à manger des choses qui, en théorie, ne se consomment pas. Alors, on croit que notre bonhomme, notre avaleur de couteau, serait peut-être victime de ce syndrome. Sauf que dans son cas, bien sûr, il accuse des forces spirituelles, comme c'est souvent le cas d'ailleurs dans les pays en Inde, dans ces coins-là où on a une très très forte spiritualité. On accuse souvent des forces spirituelles divines, des déesses ou des dieux d'inciter les gens à des comportements aberrants. Et c'est peut-être le cas ici. Mais on peut dire que notre bonhomme, avec ses 40 couteaux, c'est une belle façon de se couper l'appétit. Les jeux de mots, hein? Hey, Christian, j'ai une auditrice assidue de Christian Page qui te suit autant sur le 98.5 que sur le 98.1 Radio X à Québec. Et elle me demande si tu as un nouveau livre qui va sortir bientôt, puis elle se demande si tu travailles beaucoup ces temps-ci parce qu'elle aimerait ça avoir un nouveau livre. Ouais, ben en fait,
ne m'écrivez pas, mais le printemps prochain, je vais sortir un livre sur les conspirations. C'est vrai? Oui, absolument. Donc là, on va toutes les retrouver, là, les conspirations dont on parle régulièrement. Le projet HAARP, les chemtrails, a-t-on marché sur la Lune ou est-ce que tout ça a été tourné dans un studio de cinéma? Est-ce que est-ce qu'on a réussi à créer des assassins avec des systèmes de lavage de cerveau? Qui étaient les Illuminati ou qui sont les Illuminati? Donc toutes ces grandes théories du complot qui alimentent actuellement le discours des conspirationnistes, je vais les passer les uns après les autres et je vais essayer de fournir à la fois une information qualitative sur l'histoire, d'où proviennent ces rumeurs-là, comment elles ont été alimentées et est-ce qu'il faut y croire ou non et quels sont les arguments que proposent les conspirationnistes pour nous faire adhérer à ces visions-là. Ça va être précaire, ça, mon Christian? Ça sort le printemps prochain, donc printemps 2017. Les théories du complot. Parfait. Merci beaucoup, Christian Page. Ça me fait plaisir. Passez une bonne soirée. Bye bye. Toujours un plaisir de jaser avec l'ami Christian Page, qui est journaliste. Il est chroniqueur, auteur, conférencier. Allez faire un tour sur sa page Facebook, christianpage.ca, ou encore procurez-vous un de ses livres. Moi, j'en ai quelques-uns, puis c'est des livres de collection. C'est L'enquêteur du paranormal au cinéma. Ouais. Tous les films qu'on a fait sur les choses cool, sur le paranormal, ben lui, il parle. C'est un gars qui se déplace sur place. Moi, c'est impressionnant. Il a été visiter le château de Dracula. T'étais avec moi quand il est venu en parler. Il a visité aussi la maison de l'exorciste. Ouais. Tous les classiques que vous pensez dans vos films d'horreur qui sont tirés d'histoires vraies. Ouais. Puis Christian l'a vu. Il collectionne des objets aussi, des objets un peu louches. Hein? Le couteau de Jack l'Éventreur. Il y en a 3 copies dans le monde de ce couteau-là. Et il y a Christian Page qui a une de ces 3 copies-là. On l'a tenu dans nos mains. D'ailleurs, la photo que tu as mis sur la page Mars au soir a été pas mal appréciée de la part des auditeurs. Oui, autant que la photo que tu as mis de moi, toujours très charmante d'ailleurs. À l'hôpital? Non, en train de vivre un traumatisme en écoutant Christian raconter son histoire. Oui, puis by the way, pendant que Christian Page parlait de cette histoire-là de Jack l'Éventreur, comme on a dépassé vendredi, ça nous arrive souvent parce que les boss sont pas là, sont jamais à l'écoute. Ils savent pas si on est bon ou non. T'sais. Non. On a décidé de défoncer parce que l'histoire de Christian sur Jack l'Éventreur était pas terminée. Ben sachez que ça a été enregistré. Donc si vous écoutez l'histoire de Christian Page sur Jack l'Éventreur, ben c'est vers les alentours de 9h45. Puis après ça, une fois que ça coupe, parce que ça coupe à 10h pile, allez sur l'émission Last Call, télécharger la première partie de l'émission du Last Call. Il y en a pas le vendredi. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça là. Mais bref, ça nous sauve un peu du trouble parce que le reste de l'histoire de Jack l'Éventreur est sur le Last Call de vendredi soir. Vous allez avoir des frissons. En tout cas, toi, t'en as eu. Elle n'a pas écouté. T'as-tu dormi avant ça ce soir-là? Ben oui. Avec qui tu voulais que je dorme? 8h40, on revient. Marceau, le soir. Radio.